de pleural. Alors, quel est le diagnostic différentiel des épanchements pleuraux? Alors, le diagnostic se fait surtout à l'étape radiologique, le diagnostic différentiel. Le principal diagnostic différentiel, c'est la pachypleurite. Quand on a un épaississement de la plèvre, et donc on va avoir une opacité, d'accord? On peut avoir une opacité. Ce sont souvent des épanchements qui sont anciens, qui n'ont pas été traités, et donc là on a un épaississement de la plèvre qu'on va appeler pachypleurite et qui peut se manifester radiologiquement cliniquement par la douleur, on peut avoir une matité et radiologiquement par cette opacité, mais elle va intéresser toute la plèvre. Un volumineux kystidatique pulmonaire, et ça c'est surtout qu'on retrouve ce diagnostic différentiel surtout chez l'enfant, où les kystidatiques peuvent prendre des dimensions qui sont très intéressantes, volumineuses, très importantes, pardon, volumineuses, et donc il peut prêter à confusion avec un épanchement pleural. L'atelectasie complète du poumon, et ça c'est un diagnostic différentiel qui est fréquent, mais on a des signes radiologiques, cliniques et radiologiques qui vont nous orienter vers ceci. Je m'explique. Alors déjà, on peut, sur une atelectasie complète du poumon, on ne va pas avoir une abolition complète des vibrations vocales. On peut avoir une petite matité, mais on aura des vibrations vocales qu'on continuera à percevoir. Et puis, sur le plan radiologique, l'atelectasie complète du poumon, ce sont des signes rétractiles. Alors, c'est-à-dire que, contrairement à la pleurésie qui va pousser le médiastin de l'autre côté, eh ben, l'atelectasie va plutôt attirer le médiastin vers l'opacité. C'est-à-dire, pour faire la part entre l'épanchement pleural de grande abondance, donc un poumon blanc, et une atelectasie du poumon, là, l'épanchement pleural de grande abondance va plutôt pousser le médiastin et le cœur du côté contralatéral, et l'atelectasie va attirer le médiastin et le cœur de son côté. Donc là aussi, on aura des signes de rétraction et pas des signes de refoulement. Et puis, le diagnostic différentiel se pose avec les opacités parenchymateuses. Alors, ça peut être des kystidatiques pulmonaires, ça peut être carrément des formes pseudotumorales. Et ce diagnostic différentiel va se poser principalement avec les pleurésies enkystées et interlobaires, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on arrive au chapitre des diagnostics étiologiques. Quelle est la démarche étiologique? Tout d'abord, la démarche étiologique va commencer dès l'interrogatoire. Ici, l'interrogatoire est très important et très intéressant puisque le contexte clinique va orienter l'ensemble des autres examens qu'on va demander. Alors, on va demander les antécédents du patient, un patient cardiaque, par exemple, qui a une insuffisance cardiaque connue, un patient qui est suivi pour une insuffisance rénale, pour un syndrome néphrotique. On va demander le comptage tuberculeux, la notion de contact récent avec un patient, avec un sujet tuberculeux. On va demander les habitudes toxiques, les facteurs de risque, le tabagisme. On va demander l'exposition professionnelle. Donc, on va un peu pister toutes dans l'interrogatoire les étiologies qui peuvent entraîner une pleurésie. Et puis, le contexte clinique va également s'intéresser à le mode de début de la pleurésie. Est-ce que c'est un début qui est progressif ou c'est un début ou bien c'est rapide? Est-ce que la pleurésie est associée à d'autres symptômes? Donc, la fièvre, la douleur, l'altération de l'état général. On va chercher des signes fonctionnels qui sont et cliniques et physiques en rapport avec une étiologie. Est-ce que j'ai, par exemple, un amaigrissement important? Est-ce que j'ai des signes associés comme l'hémoptysie, comme les expectorations purulentes, comme la fièvre, les frissons? Voilà. Et puis, donc on va, sur le plan clinique, on va rechercher des signes en rapport avec la pleurésie et des signes en rapport avec l'étiologie de celle-ci. La radiographie, l'apport de la radiologie est important. En dehors de la pleurésie, la radiographie thoracique va nous montrer l'épanchement, mais elle va également nous montrer les signes associés à la pleurésie, comme l'infiltrat, comme une tumeur, on va voir ça. Et puis, l'apport des examens paracliniques qui vont, eux, être orientés par la clinique. Deuxième temps très important, c'est la ponction. La ponction pleurale et les aspects macroscopiques qui vont nous permettre de distinguer entre le transsudat et l'exsudat. Alors, comment on réalise une ponction pleurale? La ponction pleurale est réalisée en pleine matité, d'accord? On va choisir l'espace intercostal sur lequel on va faire la ponction et puis on va rentrer avec une aiguille
en aspirant, en rasant le bord supérieur de la côte inférieure. En aspirant, et puis on va avoir du liquide. Ce liquide, première étape, on va l'adresser. Déjà, on va voir l'aspect du liquide. Est-ce qu'il est clair, jaune citrin foncé, sérohématique, purulent? On va l'adresser pour étude. Et cette étude biochimique, elle est essentielle parce qu'elle va nous permettre de distinguer entre le transsudat et l'exsudat. Le transsudat est défini par un taux de protides pleural supérieur à 30 grammes par litre. Ou alors, de manière beaucoup plus fine, un taux de protides de liquide pleural sur une protidémie sanguine supérieur à 0,5. C'est ce qu'on appelle les critères de Light. Et ces deux éléments sont vraiment ceux qu'on utilise le plus. Alors, il y a également d'autres choses, le LDH pleural sur le LDH sérique, etc. Mais les deux critères qu'on utilise le plus, c'est le taux de protide pleural supérieur à 30 grammes par litre, suffit à signer le caractère exsudatif de l'épanchement pleural. Le taux de protide du liquide pleural sur la protidémie supérieure à 0,5, le critère de Light, est encore plus fin. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on va faire ça, le taux de protide du liquide pleural sur la protidémie? Parce que, parfois, les sujets, par exemple, qui ont des insuffisances cardiaques, qui sont, par exemple, sous traitement type Lasix, ou les sujets qu'on a déjà ponctionnés, et on peut avoir, quand on va agir sur la pleurésie, quand on va ponctionner, on va créer un phénomène inflammatoire, et puis on va avoir une modification de la quantité de protéines dans le liquide pleural. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser le taux de protéines du liquide pleural sur une protidémie qui, quand elle est supérieure à 0,5, définit le caractère exudatif. Alors, sur ce liquide pleural, on va après faire un certain nombre d'analyses. On va voir quelle est la cellularité de ce liquide pleural. Est-ce que c'est un liquide où il y a beaucoup de lymphocytes ou plutôt beaucoup de polynucléaires neutrophile? On peut chercher des cellules néoplasiques à l'intérieur. On peut chercher des germes par l'examen direct, par l'antigène bactérien, par la PCR. Et puis, on peut faire un certain nombre d'autres examens. On peut doser les glucides, on peut faire un pH dessus, on peut chercher des marqueurs tumoraux. Et puis, je voudrais insister ici sur l'apport de l'adénosine désaminase, qui est important, qui est suggestif quand elle est élevée d'une tuberculose. Au terme de cela, on est devant deux cas de figure. Soit c'est un transsudat, c'est-à-dire un liquide qui est pauvre en protides, et donc là, la plèvre est saine, et donc on va aller chercher quelle est la cause de cet épanchement pleural, et il n'y a pas lieu ici d'aller prélever la plèvre. Donc on ne fait pas de biopsie pleurale lorsqu'on est devant un épanchement transsudatif. Soit on est devant un exsudat, c'est-à-dire un liquide qui est riche en protéines, et donc ici, c'est la plèvre qui est en cause, et là, on doit aller biopsier la plèvre pour aller l'analyser en anatomopathologie et voir quel est le processus qui a entraîné cette pleurésie. Donc, transsudat, pas de biopsie pleurale. Exsudat, biopsie. Alors, comment on va faire cette biopsie pleurale? On a deux grandes façons de faire. Soit on va la faire à l'aveugle, c'est-à-dire à l'aide d'un certain nombre d'aiguilles, comme ici, l'aiguille d'Abrams et la Castellin, ou alors on va la faire guidée par la vue. C'est l'apanage de la thoracoscopie diagnostique. Alors, la biopsie pleurale à l'aveugle, on a deux, on peut utiliser soit cette aiguille-là, c'est l'aiguille d'Abrams, ou alors une aiguille plus fine, c'est l'aiguille de Castellin. Et donc, de ce fait, on va aller biopsier la plèvre sans qu'on voit est-ce qu'on biopsie la plèvre à la partie pathologique ou pas. Donc, cependant, c'est un examen qui est réalisé de manière quotidienne, sous anesthésie locale, et qui a une excellente rentabilité, notamment dans la tuberculose pleurale. À peu près plus de 80% des biopsies pleurales de tuberculose pleurale à l'aveugle, eh ben, elles sont rentables. La rentabilité est moindre lorsque la pleurésie est d'origine. Alors ici, je vous ai montré ici une partie, une vue, on a couplé les deux. Donc là, c'est une thoracoscopie, on arrive à voir ce qu'on fait. Et on voit bien ici, par exemple, là, c'est l'aiguille d'Abrams qui va pénétrer à l'intérieur de l'espace pleural où il y a du liquide. D'accord? Et puis, on va faire sortir l'aiguille au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la plèvre pariétale. Et à ce moment-là, nous, à l'extérieur, on va voir du liquide qui va goûter. Et c'est là où on va crocheter l'aiguille et on va avoir un fragment. La deuxième façon de faire, c'est faire une biopsie guidée par la vue. Et donc là, on peut le faire via la thoracoscopie.
Alors la thoracoscopie, on va faire entrer une caméra à l'intérieur de l'espace pleural, de la cavité pleurale, et cette caméra va nous permettre de voir là où il y a des lésions, comme ici, on voit bien ici que la plèvre ici elle est pathologique, et donc la biopsie va intéresser ces zones pathologiques. Vous comprenez bien ici que la rentabilité de la biopsie pleurale sous thoracoscopie, elle est supérieure à la rentabilité de la biopsie pleurale réalisée à l'aveugle. Alors la thoracoscopie a donc un intérêt, cet intérêt-là diagnostique étiologique, elle va biopsier la plèvre malade, mais elle a également un intérêt thérapeutique, principalement dans les pleurésies métastatiques, parce qu'au cours du même geste, on va faire une biopsie pleurale et puis on va essayer de réaliser une pleurodèse, c'est-à-dire un accolement des deux plèvres pour éviter les récidives des épanchements. Et ça, on le réalise lorsqu'on a des pleurésies néoplasiques récidivantes. Alors, quelles sont les étiologies des épanchements pleuraux? Alors, vous comprenez bien que les étiologies vont être différentes selon qu'on est devant une pleurésie transsudative ou exsudative. Commençons par les pleurésies transsudatives. Alors, je le rappelle, pleurésie transsudative, taux de protide bas, pas beaucoup de cellules, la plèvre est saine, il n'y a pas d'indication de biopsie pleurale. Et donc, ce qui se passe au niveau de la plèvre, c'est qu'il y a un déséquilibre de pression qui vont entraîner la fuite des liquides vers l'espace pleural pour essayer de rééquilibrer la pression hydrostatique ou la pression oncotique. Et donc, ce qui entraîne les pleurésies transsudatives, ce sont des pathologies qui n'affectent pas la plèvre. Alors, la première étiologie, c'est l'insuffisance cardiaque. Et donc, l'insuffisance cardiaque va être évoquée dans un tableau clinique particulier, sujets qui sont cardiaques, le plus souvent, ils sont connus porteurs d'une insuffisance cardiaque, sous traitement, avec également un cortège de signes cliniques à l'insuffisance cardiaque, c'est les épanchements pleuraux, mais c'est également la dyspnée, les râles crépitants. D'accord? À la radiographie, on va voir la cardiomégalie associée aux épanchements. Le plus souvent, l'épanchement pleural est bilatéral, on a l'épanchement au niveau des deux côtés. Et puis, on va également avoir les signes de surcharge vasculaire, voire carrément des signes d'OAP. La cirrhose, donc l'insuffisance hépatocellulaire, qui va, elle, entraîner un liquide, une acide souvent de grande abondance. Et finalement, le mécanisme ici, c'est la diminution de la pression oncotique. On va avoir un syndrome d'hémato-ascitique qui va intéresser tout d'abord un acide et puis le liquide va passer via les orifices qui font communiquer l'abdomen et le thorax jusqu'au niveau du thorax. Troisième élément, troisième étiologie, c'est le syndrome néphrotique et là aussi c'est un problème de pression, de déséquilibre de pression. Et ici c'est la pression oncotique puisque dans le syndrome néphrotique on va avoir une déperdition des protides par les urines et donc là aussi on va avoir un déséquilibre, une diminution de la pression oncotique et on va avoir une fuite des liquides du système vasculaire au niveau de l'espace pleural pour essayer d'avoir l'équilibre. Et là aussi, souvent, l'épanchement est bilatéral. Une hypoalbuminémie profonde, qu'elle soit due à une dénutrition, qu'elle soit due à une diarrhée importante, va également entraîner une pleurésie, des épanchements pleuraux, mais pas que, puisqu'en général, sur ces étiologies-là, on aura plutôt des syndromes œdémato-ascitiques. Alors, les pleurésies exsudatives, par contre, là, la plèvre est pathologique et souvent le liquide est très riche en cellules avec un taux de protide élevé et là, c'est dans ce cas-là, on va faire la biopsie pleurale. J'ai classé les étiologies en 3 grands chapitres, soit les pleurésies d'origine infectieuse, les pleurésies néoplasiques et les pleurésies qui ne sont ni infectieuses ni néoplasiques. Alors, commençons par les plus fréquentes, c'est-à-dire les pleurésies infectieuses. Le chef de file ici, c'est la tuberculose. Alors, les pleurésies tuberculeuses, dans notre pays, hélas, la tuberculose reste quand même une étiologie très, très, très fréquente de pleurésie. Et là, on a tout un contexte clinique qui est évocateur. Souvent, les signes sont début progressif, remontent à 2, 3, voire 4 mois à l'avance. On a un cortège de signes associés. On a l'asthénie, on a l'amaigrissement, on a cette sensation fébrile, souvent en début de soirée, en fin d'après-midi et en début de soirée. Parfois, on a des signes cliniques associés. On peut avoir des signes de la toux et des expectorations purulentes, parfois même des crachats hémoptoïques. Il faut chercher le contexte de comptage ou de contact récent.
Quand on ponctionne la pleurésie, c'est une pleurésie qui est exsudative, donc riche en protéines, mais elle a une caractéristique. Et quand on voit la cellularité, c'est une pleurésie qui est lymphocytaire, souvent plus de 80% de lymphocytes. À la radiographie thoracique, on va voir certes l'épanchement, mais on peut également voir des lésions parenchymateuses à type d'infiltrat, de micronodules, voire même de cavernes ou de cavités. Et puis ici, la biopsie pleurale, et principalement la biopsie pleurale à l'aveugle, a un apport diagnostique très très intéressant et très très important. Juste, je voudrais également préciser que la tuberculose pleurale, la pleurésie tuberculeuse est une pleurésie à liquide clair, jaune citrin, exsudative lymphocytaire, mais on peut également avoir une pleurésie purulente d'origine tuberculeuse lorsqu'on a une ouverture d'une caverne pulmonaire dans l'espace pleural. Et ça, c'est différent. Là, ici, c'est la plèvre qui est malade et c'est la plèvre qui est atteinte et qui est atteinte. Alors, autre chose, quand on va réaliser la biopsie pleurale va permettre de nous confirmer, n'est-ce pas, la pleurésie tuberculeuse en mettant en évidence la signature anatomopathologique de la tuberculose, c'est-à-dire le granulome épithéliologique entocellulaire avec la nécrose caseuse. Je récapitule parce que c'est important. La pleurésie d'origine tuberculeuse. La tuberculose est une étiologie très fréquente de la pleurésie. On a un contexte évocateur, un contexte clinique évocateur, on a des signes associés, il faut chercher l'altération de l'état général, l'amaigrissement, la sensation fébrile. Il faut chercher les signes cliniques autres, les hémoptysies, les crachats purulents. Il faut chercher le comptage. C'est une pleurésie qui est exsudative, riche en protéines, où il y a beaucoup de lymphocytes, donc c'est une pleurésie lymphocytaire. On peut également aller chercher le BK, soit à l'examen direct, soit en PCR au niveau du liquide pleural, mais bon, les résultats ne sont pas toujours très positifs. Par contre, on peut doser l'adénosine désaminase au niveau du liquide pleural qui a une rentabilité diagnostique qui est très intéressante. À la radiographie thoracique, on va également, il faut chercher les lésions associées, notamment les lésions parenchymateuses, ça peut être des infiltrats, des micronodules, voire même des cavités. Et la biopsie pleurale va nous confirmer ce diagnostic en mettant en évidence le granulome épithéliogénique cellulaire avec nécrose caseuse. Deuxième étiologie infectieuse, c'est les pleurésies infectieuses bactériennes. Alors souvent, là aussi, le tableau clinique est évocateur. C'est un tableau qui est aigu, qui est bruyant. C'est un tableau de la pneumonie ou la pneumopathie aiguë avec la fièvre, les expectorations purulentes. Et puis l'évolution va se compliquer par l'apparition de douleurs thoraciques de type pleural. Et c'est la pleurésie parapneumonique. Et donc, au début, l'épanchement pleural est de faible abondance. Mais si on ne traite pas et si le patient n'est pas pris à temps, l'épanchement va devenir de plus en plus important et va devenir compliqué, va se compliquer et on va aboutir à la pleurésie purulente dont la prise en charge est totalement différente de la pleurésie sérofibreuse. Et donc, lorsqu'on a une pleurésie infectieuse d'origine bactérienne, on doit distinguer la pleurésie parapneumonique qui n'est pas compliquée, c'est-à-dire c'est une réaction pleurale à côté du foyer de la pneumonie. Et ici, lorsqu'on va doser le pH au niveau du liquide pleural, le pH n'est pas acide et il n'y a pas de germe dans le liquide pleural. Et donc ici, à cette étape-là, souvent la pleurésie est de faible abondance, souvent une bonne antibiothérapie suffit à régler le problème. Par contre, si les choses évoluent et le patient n'est pas traité à temps, ou n'est pas bien traité, la pleurésie va évoluer, on va avoir une pleurésie parapneumonique compliquée, et là on va avoir le liquide pleural qui sera plus abondant, et on va avoir qui va être ensemencé par les germes, on va aboutir à on va avoir un afflux des polynucléaires neutrophiles, et on va aboutir à la pleurésie purulente, où là, la cellularité est totalement différente, on va avoir beaucoup de PNL, on va avoir un liquide purulent avec riche en polynucléaires neutrophiles, on peut trouver des bactéries dedans, le pH est acide et là la prise en charge est complètement différente. Une antibiothérapie seule ne suffira pas, il faudra aller évacuer cet épanchement, c'est-à-dire drainer le patient. Et puis, troisième étiologie, c'est les pleurésies infectieuses d'origine virale qui sont très fréquentes, mais qui sont souvent de faible abondance, qui ne nécessitent souvent pas d'évacuation, et souvent on a et l'épanchement et la péricardite. Deuxième volet des étiologies des pleurésies exsudatives, ce sont les pleurésies néoplasiques. Alors, les pleurésies néoplasiques, en chef de file, le plus souvent, je vous l'ai déjà dit,
la plèvre est un organe riche en vaisseaux lymphoïdes et donc la plèvre, l'espace pleural, la plèvre est un lieu où on a beaucoup de métastases. Et donc, le plus souvent, ce sont des pleurésies métastatiques. Le premier cancer qui entraîne les métapleurales, c'est le poumon. C'est le poumon chez l'homme et le sein chez la femme. Alors, le diagnostic ici des pleurésies métastatiques peut être relativement facile lorsque le patient est connu porteur de sa néoplasie. On sait que mon patient a un cancer du poumon ou la patiente a un cancer du sein et qui complique son évolution par l'apparition d'un épanchement. Par contre, ça peut être plus compliqué et c'est souvent le cas. On va venir le patient pour une pleurésie et là, on va faire la preuve de la néoplasie par le biais de l'analyse de la biopsie pleurale. Alors, la radiographie thoracique est là aussi intéressante puisqu'elle peut montrer l'épanchement, elle va montrer l'épanchement certes, mais on peut également avoir des signes associés comme le processus tumoral pulmonaire qui est l'origine de la pleurésie métastatique. On peut avoir également d'autres signes de métastase comme un lâcher de ballon, une lymphangite carcinomateuse. On peut avoir un élargissement médiastinal qui témoigne des adénopathies médiastinales. Alors, quand on ponctionne les pleurésies métastatiques, on peut avoir plusieurs aspects. On peut avoir un liquide jaune citrin, mais on peut également avoir un liquide sérohématique ou voire franchement hépatique. Et les pleurésies d'origine métastatique ont une caractéristique très importante. Ce sont des épanchements qui sont très abondants, qui sont récidivants, qui sont très douloureux et qui sont volontiers hématiques. D'accord? Donc, lorsque j'ai ces éléments-là, j'ai une pleurésie qui est douloureuse, qui est abondante, qui est récidive, c'est-à-dire le patient, on vient de l'évacuer et au bout de 2, 3, une semaine, il revient parce qu'il est gêné, on est obligé de le réévacuer encore une fois, et bien ça fait craindre l'origine néoplasique, notamment l'origine métastatique. Et là aussi, la biopsie pleurale va confirmer l'origine néoplasique de la pleurésie. Elle va donc nous préciser le type anatomopathologique de la métapleurale et grâce aux techniques d'immunohistochimie, elle va également pouvoir nous préciser le primitif qui est en cause. Et là, la pleurésie métastatique, idéalement, c'est la biopsie pleurale via thoracoscopie, puisque comme je l'ai dit, la thoracoscopie va permettre de faire des biopsies dirigées, mais également va permettre d'évacuer les épanchements totalement, et puis de réaliser ce qu'on appelle un talcage pleural pour éviter les récidives des pleurésies. Deuxième étiologie néoplasique, c'est le mésothéliome pleural. Le mésothéliome pleural, c'est la tumeur primitive maligne de la plèvre. D'accord? Alors, c'est un contexte bien particulier parce que le facteur de risque ici, c'est l'exposition à l'amiante. Donc, il faut chercher cette notion d'exposition à l'amiante. Et le mésothéliome pleural peut survenir 30 à 40 ans après cette exposition à l'amiante. Ça veut dire qu'il faut bien chercher dans l'interrogatoire et dans les antécédents, c'est-à-dire tout ce qui est facteur de risque, tout ce qui est exposition professionnelle, les anciennes professions, les habitats. Il faut savoir que l'amiante est une fibre, c'est une fibre qui est très isolante, donc on l'utilisait avant pour isoler les habitations. Maintenant, c'est interdit, mais il faut quand même chercher cette notion-là. Alors, c'est une maladie qui est heureusement rare parce qu'elle est vraiment très agressive. C'est un cancer qui est très agressif, qui ne répond, qui est très difficile à traiter. Et lorsqu'on va faire l'imagerie, que ce soit la radio et là c'est le scanner, on va voir cet épaississement pleural, mamelonnaire, surtout l'espèce pleurale. Et là aussi, c'est la thoracoscopie qui va nous permettre de poser le diagnostic. Et puis, à la fin, ce sont les hémopathies malignes, principalement les lymphomes, le lymphome malano-Hodgkinien et la maladie d'Hodgkin, qui peuvent également ensemencer la plèvre et entraîner des pleurésies métastatiques. Et puis, le troisième chapitre, c'est les pleurésies non infectieuses et non néoplasiques. Alors, il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent s'accompagner d'épanchements pleuraux. Et là aussi, la plèvre n'est souvent pas en cause et il n'y a pas lieu de réaliser des biopsies pleurales dans cette situation-là. L'embolie pulmonaire peut s'accompagner par une réaction pleurale. Souvent, la pleurésie est de faible abondance et souvent, lorsqu'on a un infarctus pulmonaire, souvent le cas, on peut avoir une réaction pleurale associée. Un certain nombre de maladies de système, en chef de file, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, le syndrome de Gougereau, mais c'est surtout la PR et le lupus qui peuvent s'accompagner des épanchements pleuraux. Ce sont des épanchements qui sont exsudatifs parce qu'ils sont issus d'un phénomène inflammatoire.
On peut également avoir une réaction pleurale secondaire à un phénomène infectieux sous-diaphragmatique. C'est le cas, par exemple, des abcès hépatiques. Et là, on va avoir une réaction pleurale à droite. Des abcès sous-phréniques, les cas des pancréatites aiguës. La pleurésie, on peut avoir une pleurésie exsudative en cas d'exposition, notamment dans les asbestoses. On peut également avoir des épanchements pleuraux dans les pathologies gynéco-obstétricales, comme le syndrome d'hyperstimulation ovarienne ou le syndrome de Demodex. On va avoir un épanchement et abdominal, péritonéal et pleural. Et enfin, rarement, exceptionnellement, les pleurésies médicamenteuses qui restent un diagnostic d'exclusion. Donc, au total, la pleurésie, les épanchements pleuraux, les pleurésies à liquide clair sont une pathologie qui sont fréquentes, mais vraiment très fréquentes dans notre contexte. Le diagnostic est facile puisqu'il y a une clinique, il y a un examen et il y a l'imagerie qui va nous aider. Alors, une bonne démarche diagnostique va nous permettre de ne pas faire des examens qui sont inutiles et de bien orienter notre stratégie de diagnostic étiologique. Tout d'abord, la ponction pleurale qui est le point clé pour poser le diagnostic de l'épanchement, bien sûr, sauf si la pleurésie n'est pas fonctionnable. À noter qu'il y a aujourd'hui l'intérêt de l'échographie thoracique pour nous aider, pour diriger la ponction pleurale. L'étude de ce liquide pleural va nous permettre de distinguer tout ce qui est exsudat et transsudat. Et à ce moment-là, en fonction du caractère du liquide, on va réaliser des bilans étiologiques en fonction du caractère exsudatif ou transsudatif. Et puis, l'intérêt de la biopsie pleurale à l'aveugle ou via thoracoscopie dans le diagnostic étiologique de ces épancements. Et je vous remercie.